Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Cela fait 4 ans que des jeunes Burundais ont été massacrés par des policiers et des militaires dans les quartiers de Bujumbura qui ont contesté le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Dans ce journal, le témoignage d'un rescapé, mais aussi d'un ancien policier qui affirme avoir participé dans ces massacres. Il n'y aura pas de génocide au Burundi, selon le président de l'Observatoire de lutte contre le génocide. Pour preuve, les opposants circulent librement dans le pays à quelques mois des élections. Le prix dédié à la lutte contre la corruption décerné cette année à Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils de Patrice Lumumba. Jean-Jacques Lumumba a joué une part active dans la lutte contre la corruption dans son pays. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 52e jour de séjour de 4 reporters du journal Iwachu derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence et Hareman Egide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Mosigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grande instance de Bubanza les inculpait d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Ce 12 décembre marque le 4e anniversaire des massacres des jeunes dans les quartiers de Bujumbura qui ont contesté le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Divers il a causé. Un des survivants de ces massacres qui vivait à Nyakabiga 1 indique que les militaires et les policiers ont pénétré par force dans les maisons et ont commencé à tirer à balles réelles dans tous les sens. Beaucoup de jeunes ont été ligotés puis embarqués dans les camions militaires. Suivez son témoignage. Ce jour-là, j'étais dans le quartier Jabé avec mon ami qui était journaliste à la radio nationale. C'est là où les forces de l'ordre en tenue de service qui étaient avec les Imbonerakure tiraient dans tous les sens contre les civils dans notre quartier. Ils cherchaient surtout notre génération, les jeunes. Et ce sont les jeunes qui étaient visés en premier. Ce jour-là, ils nous ont attrapés et puis ils nous ont amenés dans la rue étant ligotés sur l'avenue Mutoyi. Nous étions à 3. C'était mes amis qu'on a grandi ensemble et même les autres qu'ils amenaient en provenance des autres quartiers. Ils nous ont mis dans des camions, mais par la grâce de Dieu, quelqu'un est venu qui était dans le système. Il a commencé avec les forces de l'ordre en les convainquant que nous sommes les jeunes du quartier. C'est lui qui a ordonné qu'on nous relâche. Les autres, on a gardé leur carte de service. Mais il y a ce qu'on a vu, leurs cadavres, par après, dans des autres quartiers. Il y a mon ami qui était élève à l'école itélétique. Il a été tué. Il s'appelait Dani. Les forces de l'ordre utilisaient des mots haineux comme « ces chiens Tutsis qui veulent prendre notre pouvoir, on va les massacrer, on va les exécuter ». En quittant le pays, j'ai passé à Kamenge chez Iwabonabanu. C'était samedi, mais j'ai eu un problème quand je suis arrivé dans la province de Kirundo parce qu'il y avait des Imbonerakure qui faisaient les travaux communautaires avec des machettes à la main. Ils avaient l'intention d'arrêter la voiture qui me conduisait, mais par la grâce de Dieu, le conducteur a refusé de s'arrêter parce qu'il savait qu'ils vont nous tuer. Nous avons continué jusqu'à la frontière. Je me suis senti que je suis encore vivant quand j'ai vu un drapeau rwandais devant moi. Le commissaire de police Désiré Ouamahoro commandait les opérations de ratissage dans les quartiers contestataires de Bujumbura à cette époque. C'est ce qu'affirme ce témoin qui était parmi les policiers qui ont mené ces attaques. Il avoue qu'il a trempé dans ces crimes et le regrette. À cette époque, j'étais là-bas. J'étais parmi les bourreaux. Il faut oser dire la vérité sans essayer de nous dédouaner. La vérité n'éclatera jamais au grand jour sans qu'on n'ose pas assumer. Chaque fois que la faute est avouée, il y a du cœur brisé et qui guérissent. Il y a des gens avec lesquels on était ensemble. Il y a un certain Dieudonné Chimilimana, Ndaïziga Emmanuel, Ndemugwende Joseph, tous des agents de service national de renseignement. Il y avait aussi un certain Daikengrukiye Alain, connu sous le sobriquet d'Ongoroka, et un certain Bonima Maurice. Bien sûr aussi nos chefs Kazungu et Désiré Ouamahoro. Ce dernier, je dirais que c'était lui le commandant des opérations du 11 et du 12 décembre 2015 à Bujumbura.
Celui qui refusait d'exécuter ses ordres était accusé d'être de mèche avec les ennemis du pays appelés Moudjeri. Celui qui refusait était tué. Mes amis qui ont été tués pour cela. On exécutait les ordres aveuglément. On nous disait qu'il ne faut pas avoir pitié à celui qui est contre le pouvoir, qui qu'il soit, il est à tuer. Ceux qui parlent de présence et de signes de préparation d'un génocide au Burundi sont des menteurs. La mise au point est du président de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, Jean-Dodier Mutabazi, qui assure qu'il n'y a aucun risque de génocide au Burundi, en donnant notamment l'exemple des opposants qui, selon lui, ne sont pas inquiétés à la veille des élections de 2020. Dans ces missions principales, il y a le monitoring de tous les facteurs de risque qui peuvent nous faire retourner en arrière, des facteurs de risque qui peuvent entraîner des formes d'atrocité de masse. Et si aujourd'hui nous pouvons affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de risque de génocide, c'est parce que nous essayons de travailler avec tous les différents groupes que nous ciblons, que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Batwa, que ce soit, comme je disais, l'administration, que ce soit, nous travaillons aussi avec les religieux, nous travaillons étroitement avec le parti au pouvoir ainsi que l'opposition. Et vous êtes au courant qu'aujourd'hui, à la veille des élections, même l'opposition fait tout pour arriver à atteindre l'électorat. Et il y a même des gens de l'opposition qui sont en train de revenir. C'est une preuve aussi qu'il n'y a pas de risque de tuerie de masse envers les opposants politiques. Et nous essayons aussi de lutter contre le mensonge de certains médias qui sont en train de propager partout qu'il y a des risques de génocide en donnant des faux exemples, par exemple à Karouzi, comme cela avait été fait en 2015 quand on avait filmé des images atroces d'égorgement. Ces images avaient été prises au Nigeria, mais on avait dit que c'était à Karouzi. Aujourd'hui, même la Ligue ITK a repris cela en disant qu'à Karouzi, il y avait des réunions pour tuer les gens de la communauté de Batutsi, ainsi que les Hutus qu'on appelle de l'opposition radicale, c'est-à-dire les Ibipinga. Alors, ce sont des mensonges. Nous essayons de tranquilliser tout le monde, tout en veillant à ce que tout facteur de risque soit contrôlé. La machine du génocide est en marche au Burundi. Le constat est d'Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance. Innocent Mozi, loin de s'étonner de la position du président de l'Observatoire national de prévention et d'éradication du génocide, pour le journaliste Jean-Dodier Mutabazi n'est autre qu'un acteur qui doit participer à mettre en place le mécanisme du génocide. Ce monsieur fait partie déjà lui-même du processus en fait de mise en place de la mécanique de génocide, parce qu'il est là pour nier et pour masquer toute l'idéologie et les pratiques qui sont là, qui montrent qu'ils sont vraiment en train d'enclencher la mécanique génocidaire. La base fondamentale de prévention du génocide, c'était les accords d'Arusha, qui instauraient un équilibre au sein des systèmes de sécurité, que ce soit l'armée, la police, les services de renseignement, l'administration et la gestion politique du pays, en détruisant méthodiquement chaque jour ces fondements de prévention et de lutte contre le génocide. On se rapproche chaque jour de l'exécution d'un génocide. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale, qui est évidente. La deuxième chose, la milice Imbonerakure. C'est clair, c'est net que c'est une milice. Elle reçoit des formations militaires, elle reçoit des armes, elle fait ce qu'elle veut dans le pays, elle peut tuer des militaires, elle peut tuer des policiers, elle peut tuer des citoyens ordinaires, elle raquette, elle viole, elle fait ce qu'elle veut. Troisième élément, ils travaillent main dans la main, les services de sécurité du gouvernement travaillent main dans la main avec les FDLR, les Interahamwe qui ont déjà commis un génocide au Rwanda. Donc tous les éléments, chaque jour, s'accumulent, se renforcent, pour créer les conditions d'un génocide au Burundi. C'est aussi simple que ça. Les gens croient qu'on exagère quand on dit ces choses-là, mais les éléments fondamentaux qui rendent possible un génocide au Burundi sont là. Et ils sont mis en place de manière méthodique. Ça en parlait des gens qui sont déjà tués et de ce qu'on leur dit. Tous ces jeunes Tutsis qui sont tués, toutes ces personnes torturées, toutes ces disparitions, tous ces viols, tous ces autres
burundais qui ne sont pas des Tutsis, mais qui sont des partis politiques qui s'opposent à celui qui sont tués tous les jours. C'est typique de la mécanique génocidaire. On cible une communauté, mais comme il y a toujours des gens d'autres communautés qui ne sont pas d'accord, eux-mêmes sont exterminés dans la foulée. Les discours de haine proférés par les autorités, par d'autres personnes dans le pays, vous voyez sur les réseaux sociaux ce qui circule. Il y a des choses monstrueuses, proprement monstrueuses, qui sont dites sur les réseaux sociaux et dites par des personnes connues, vivant au Burundi, qui ne sont ni inquiétés par ce monsieur-là qui s'occupe de la lutte et de la prévention du génocide, ni par le système judiciaire, ni par le système sécuritaire, ni par l'administration. C'est comme une carte blanche pour que ça continue. Donc on prépare les gens. On prépare les gens à cette idéologie, même si la société burundaise jusque-là résiste. La société burundaise résiste. Ce ne sont pas les Hutus qui sont en train de vouloir tuer les Tutsis. Non, non, non. C'est une bande d'individus qui essaie d'entraîner le pays entier dans cette folie générale pour se couvrir. Mais la volonté est là, les mécaniques sont en place et ils essaient de le renforcer chaque jour. Le prix dédié à la lutte contre la corruption a été décerné cette année à Jean-Jacques Lumumba, le petit-fils de Patrice Emery Lumumba de la RDC. L'Office des Nations Unies contre les crimes et la drogue lui a décerné ce prix à Kigali pour sa part active dans la lutte contre la corruption dans son pays d'origine. Selon Jean-Jacques Lumumba, la nouvelle génération a le devoir de changer l'image de leur pays. Ça a toute une symbolique parce que ça démontre que, certes, je suis honoré par les Nations Unies, mais pourquoi le Rwanda? Parce que les Nations Unies ont estimé que c'est un Rwanda qui a su relever le défi après une période difficile et qui a réussi à combattre drastiquement la corruption et qui s'est rangé dans des pays respectables et dignes. Et c'est cette Afrique que nous voulons. Et ça, moi, c'est le Congo que je veux demain. C'est d'avoir un Congo où on ne se promènera plus dans les rues partout dans le monde. Quand on voit un Congolais, je suis quelqu'un d'offrant. Un Congolais, c'est quelqu'un d'indigne. Ça, c'est le qualificatif que l'on colle à des Congolais. Un Congolais, c'est quelqu'un qu'on considère comme qui aime le loisir, qui aime les femmes et qui aime la distraction et qui ne construit pas dans la durée. Mais moi, je me dis, ce n'est pas l'héritage que j'ai reçu, ce n'est pas ça le Congolais en général. Et il faut travailler pour reconstruire cette image. La classe politique congolaise depuis 1960, après l'assassinat de Lumumba, nous a déçus. Mais nous, en tant que cette génération, nous avons le devoir de construire une image qui va aider notre pays à décoller. Si les politiciens ne réussissent peut-être pas à le faire maintenant, mais nous avons ce devoir de les pousser, de donner de l'espoir, parce qu'on dit toujours que l'espoir est permis. Il ne faut pas se loger dans un certain fatalisme en se disant que c'est perdu, que ça n'ira pas, que ça ne se développera pas. Mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer à espérer et surtout à se battre, pas seulement en critiquant, mais en proposant. D'où je me suis dit, je rentre dans cette lutte, je rentre dans cette forme de résistance pour pouvoir non seulement critiquer, les critiques je les ai fait quand j'ai dit que le gouvernement de M. Kabila était un gouvernement corrompu, je l'ai fait, mais maintenant je veux m'inscrire dans une construction, en étant une force de proposition, raison pour laquelle on a décidé de s'associer avec des amis, de créer une plateforme panafricaine tout d'abord, de lutte contre la corruption. Pour Jean-Jacques Lumumba, c'est l'héritage de son grand-père, Patrice Emery Lumumba, qu'il a jalousement gardé, qui lui a valu ce prix. Il a précisé que son grand-père voulait que les Africains marquent l'histoire de leur pays. Encore une fois, Jean-Jacques. Ça fait partie d'un héritage. C'est que Lumumba, avant de mourir, a écrit une lettre à sa femme. Il dit qu'il veut qu'au nord du Sahara et au sud du Sahara, les Africains écrivent leur propre histoire. Et cette histoire, elle doit être une histoire de dignité et une histoire de gloire. Et ça, c'est une phrase et un comportement qui a toujours guidé mon enfance. Ceux qui ont eu à me connaître et qui m'ont vu grandir dans cette modestie, dans cette humilité et dans cette soif de construire une histoire qui soit digne. Lutter contre la corruption, c'est lutter contre l'avilissement de l'Africain. C'est lutter contre l'avilissement de l'homme en soi, parce que être digne, c'est être respectable et c'est refuser de se plonger dans des pratiques mafieuses. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné de mon parcours, de ma vie, j'ai eu à dire non face aux pratiques mafieuses, et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté un exil, ça m'a coûté des menaces, et ça m'a permis de m'inscrire sur une lutte pour pouvoir aider ceux qui, comme moi, sont dans la même position.
Il y a une autre génération aujourd'hui en Afrique qui émerge et je fais partie de cette génération. C'est cette génération qui rêve d'une Afrique comme un continent moderne, civilisé et surtout respectable. Et moi, je suis de cette génération qui m'inscrit dans cette dynamique parce que nous nous considérons d'abord en tant qu'Africains. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production et merci à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, pour votre aimable attention. À la prochaine.